Un nouveau rendez-vous de votre émission Débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci une fois encore pour la fidélité. Absente des législatives du 28 avril, malgré elle, pour reprendre sa propre expression, la classe politique de l'opposition refuse de se laisser définitivement sacrifier sur l'autel de l'exclusion. Conséquente immédiate, tous, vous l'avez sans doute remarqué, un combat pour le suivi engagé sans désemparer à travers le creuset dénommé Résistance. FCBE, USL, RBL, Soglo, pour ainsi dire, restaurer l'espoir et autres formations politiques associées se sont alors donné la main afin que leur voix compte dans l'animation de la vie publique. Et depuis, on y est. Mais en face, une machine impitoyable à broyer relève bon nombre d'analystes. Au nom de la légalité, interpellation, arrestation et exil serait le lot de bien des résistants au point, dit-on, de mettre en souffrance les actions d'éclat que ceux-ci peuvent bien entreprendre. Mais qu'à un cas, elles tiennent toujours la route, ces formations de l'opposition. Seulement, mesdames, messieurs, pour combien de temps encore? La question au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème en débat, opposition au régime Talon. Une classe politique moribonde ou toujours de taille. Déjà, à mes côtés, pour l'instant, analyse le docteur Fidèle Sonon. L'homme aux multiples casquettes intervient ce jour-ci en sa qualité de consultant en management des organisations. Docteur Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs. Vous répondez à leur façon. En face de lui, un autre expert, Raoufi Badio, l'expert en gouvernance, ex-fonctionnaire du PNUD, très attaché aux questions de développement. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour les téléspectateurs fidèles à Sika TV. Et merci aussi de répondre à notre invitation. Et quand on sait qu'à cet âge, on peut être toujours en jambes et être matinal, eh bien, la jeunesse reste admirative. Une fois encore, merci pour la disponibilité. Crise politique au Bénin depuis le mois d'avril. Un peu même avant, mesdames, messieurs, le pays, vous l'avez constaté sans doute aussi, vit des heures chaudes, exacerbées par l'exclusion des formations de l'opposition des législatives du 28 avril dernier. Vent debout contre ce qu'elles ont qualifié en son temps de crimes de lèse-majesté. Elles ont, les dites formations, réunion sur réunion, point de presse sur point de presse, alerté et fait toutes sortes de mises en garde. Mais rien n'y fit. Un combat de longue haleine qui les aura vus laisser bien des plumes. Entre autres illustrations, d'ailleurs, d'actualité, le Kabouli Yahi, au domicile pratiquement assiégé, puis interdit de visite, même visite de ses plus proches collaborateurs et familles, j'allais dire. De l'opposition béninoise, que reste-t-il désormais avec ce schéma, s'interroge plus d'un. Chers invités, c'est pas là, nous allons démarrer notre émission du jour de l'opposition. J'ai bien envie de vous demander d'abord, Raoufi Badirou, quand vous observez, que reste-t-il aujourd'hui? Bien, l'opposition est toujours en place, mais il ne faut pas considérer tous les partis qui se disent d'opposition. Il faut d'abord que nous partions sur une base saine. Saine. Il n'y a que 4 partis d'opposition. FCBE, Restaurer l'espoir, l'USL et la RB de Soglo. C'est les 4 partis réels d'opposition affichés. Il y a les faux collaborateurs qui sont là. Maintenant, ces 4 partis, il faudrait qu'ils aient unicité d'action, qu'ils aient solidarité, qu'ils soient ensemble et qu'ils marchent ensemble pour un même objectif. Lorsque on dit l'union fait la force, quand on va en rang dispersé, on est toujours perdant. Alors, un tableau que présente comme ça Raoufi Badirou, avant d'apprécier un peu la démarche que propose l'homme, certainement un certain nombre de constats ont été faits. On reviendra là-dessus. Je vais recueillir pour vous, chers téléspectateurs, le regard de notre second invité, notre Fidèle Sonon. Oui, de l'opposition aujourd'hui, je vous pose la même question. Que reste-t-il? Monsieur Badirou l'a dit. De l'opposition, il reste beaucoup. Ah bon? Nous avons une opposition plurielle, dynamique, une opposition plurielle assez forte. Évidemment, est-ce qu'on peut avoir une meilleure opposition? Oui, avec un peu plus d'organisation, avec un peu plus de concertation,
avec un peu plus de coordination. Mais dire qu'il n'y a plus d'opposition aujourd'hui, c'est se tromper. Elle est si forte qu'on a trouvé le besoin de l'écarter pour pouvoir arriver à ces faits. L'opposition, nos invités croient savoir, elle est toujours là, en place. En face du régime Talon, disent certains, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, il vaut mieux se contenter de ce qu'on vous offre. À cette allégorie, vous répondez quoi? Je vais vous dire que quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre. Et vous expliquez pour nos téléspectateurs. Et lorsque vous voyez une force d'oppression devant vous, il vaut mieux ne pas reculer. Si vous n'attaquez pas la force d'oppression, elle va toujours vous opprimer. Mais si vous contrez cela, ça va aussi reculer. Ce ne serait pas que la parole. Il est vrai, la parole est à la défense. Mais il y a des moments où il faut passer outre la parole. L'action s'avère impérative. Une phrase de l'autre de sens, je vais espérer me permettre de ne pas vous demander de nous expliquer davantage, mais tout à l'heure, vous dites, pour une opposition telle vous l'entrevoyez, il lui faudra désormais penser unicité d'action. J'en déduis que, comme certains, vous voyez une opposition presque émiettée. C'est cela? Oui, je crains qu'il n'y ait pas de solidarité. Vous voyez, lorsque, par exemple, c'est peut-être FCBE qui prend une action, les autres ne vont pas suivre en même temps. Ou bien quand c'est restaurer l'ex-soi qui s'engage dans une voie qui mène vers l'objectif fixé, les autres ne l'accompagnent pas. Il vaudrait qu'il y ait unicité d'action, qu'il y ait solidarité, qu'il y ait concertation, qu'il y ait convergence. C'est en cela qu'on peut être fort face à une force d'oppression. Ces images renvoient à la question de l'organisation. Je me retourne vers le consultant en management des organisations. Alors l'opposition, avec le tableau qui se présente, quand on parle de voix discordantes, vous voyez cette opposition aussi comme une charpente un peu trop discordante? Écoutez, pour répondre à votre question, puisque on le sait désormais, j'appartiens aussi à une force de l'opposition. Oui. Je voudrais nous embarquer dans une approche réflexive pour poser deux questions qui vont nous permettre d'arriver à la réponse à votre question. Ok, allez-y. Qui dit que l'opposition est divisée et qui s'en plaint? Lorsque vous essayez de répondre à ces deux questions, vous vous rendez compte tout de suite que c'est à 99% les organes de presse proches du pouvoir et certaines personnalités proches du pouvoir qui proclament que l'opposition est divisée et qui s'en plaignent. Et là, c'est à croire que, effectivement, le serpent pourrait sauver le poisson de noyade. Ce qui n'est pas possible. Et donc, je vois là une forme de manipulation mentale de l'opposition. Et je crois que, de toutes les façons, c'est très clair au niveau de l'USL, je crois que l'opposition devrait prendre garde pour ne pas tomber dans ce piège de manipulation. Et c'est connu, hein, sur le plan théorique, c'est très bien connu, on appelle ça la suggestion psychologique, qui est enseignée dans beaucoup de disciplines, communication, psychologie et la dynamique des organisations. C'est la suggestion. Répéter 1000 fois un mensonge, il deviendra une vérité. Répéter 1000 fois une vérité, elle deviendra une force. C'est cette technique que certains, j'allais dire apprentis stratèges de l'autre côté, utilisent pour déverser dans la presse chaque lendemain d'un événement où l'opposition ou des partis de l'opposition prennent des positions relativement différentes. Et ce qui est gênant, ce n'est pas qu'ils le fassent, c'est de bonne guerre. Ce qui est gênant, c'est que cette suggestion psychologique a commencé par fonctionner au point où certaines parties de l'opposition ont commencé à croire effectivement qu'elles sont divisées. Parce qu'en fait, permettez-moi de nous amener quand même
au débat idéologique très rapidement. Pourquoi voudrez-vous qu'un parti comme le PCB et un parti comme l'USL s'entendent sur tout? Non, ils ne peuvent pas s'entendre sur tout. L'USL a une idéologie sociale libérale. L'USL peut, à la limite, s'entendre avec le PCB sur la manière, par exemple, de redistribuer la richesse de façon équitable avec un regard plus bienveillant envers les personnes les plus défavorisées. Mais sur l'autre portion, la création de la richesse, ne vous attendez pas à ce que forcément le PCB s'entende avec l'USL. Et c'est de bonne guerre, c'est normal. Idéologiquement, vous ne pouvez pas demander à ces deux partis forcément de s'entendre. Mais si il y a une dissonance à un moment donné sur ces questions, ne dites pas que le PCB et l'USL ne s'entendent pas. Parce qu'en définitive, ils ne s'entendent pas. Est-ce qu'ils ne s'entendent pas sur le dénominateur commun? Est-ce qu'ils ne s'entendent pas aujourd'hui pour dire que c'est une très mauvaise chose que les partis de l'opposition soient exclus des élections législatives et peut-être des élections à venir? Est-ce qu'ils ne s'entendent pas sur le dénominateur commun qui est que nous devons restaurer la démocratie et la liberté? Voilà les grandes questions. Et aussi longtemps qu'il y a une bonne concertation pour que ces partis s'entendent sur les grandes orientations, je crois qu'il reste une opposition plurielle assez forte. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? On va tomber dans ce piège-là de la suggestion psychologique et finalement, on va effectivement croire qu'on est divisé et nous serons davantage plus fragilisés. Un gros piège pour l'opposition. Non, je pense que le problème de l'heure, c'est essentiellement la sauvegarde de notre démocratie. Et quelle que soit l'idéologie des uns et des autres, nous avons un même objectif. Et ce même objectif devait nous unir, devait nous attacher ensemble pour atteindre notre but. Qu'on soit PCB, d'idéologie marxiste-léniniste ou qu'on soit d'un parti libéral, nous avons un même objectif aujourd'hui, la sauvegarde de notre démocratie. Et quiconque ne lutterait pas pour sauvegarder notre démocratie est un apatride. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissons les intoxications. Ça, c'est de bonne guerre. En politique, il y a toujours des intoxications. À vous d'être vigilants. Mais une âme confortable. Oui. Mais savoir si avoir la tête sur les épaules et savoir où vous allez. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et à partir de là, construire la démarche qui nous amène vers notre objectif. Ensemble. Lorsque vous laissez chacun à sa cause, sans solidarité avec lui, l'opposition ne peut que s'émietter. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a inaction. Et c'est ça qui fait craindre que l'opposition est pratiquement enterrée. Nous entendons des déclarations. Nous sommes très forts dans les déclarations. Mais la manifestation de la démarche vers la démocratie, vers la sauvegarde de notre démocratie ne se fait plus sentir. La manifestation pour la sauvegarde de la démocratie ne se fait plus sentir. Non. Dans un contexte... Il y a une chose... Il y a un cadre légal désormais, M. Rafiou Badiou, il ne faut l'oublier pas. Alors, quand vous parlez d'inaction, qu'est-ce qui est bien possible dans ce cadre légal? Désormais, vous ne pouvez pas vous permettre de vous réunir à 5, 4, 3 sans autorisation. Vous le savez. Vous courez le risque de vous faire interpeller. Les textes sont suffisamment clairs. Vous savez, le peuple est au-dessus de toute loi. Parce qu'aucune loi n'est faite contre le bien-être du peuple. La loi est faite pour la protection du peuple. Mais au moment où le peuple se fâche, aucune loi n'est au-dessus du peuple. Il faut le savoir. On a vu dans les grandes guerres la résistance. Malgré tout les lois d'amnistie, on a vu la résistance, on a vu tout ça. Donc il faut aller dans ce sens. Il y a une chose que je vais vous dire. Vous savez, nous aimons beaucoup parler, beaucoup écrire, mais agir très peu. Et il y a 1000 manières d'agir. Si l'opposition
ne cessait pas de faire voir aux institutions de contre-pouvoir qui ne jouent pas leur rôle correctement, il faut qu'ils insistent, à interpeller les syndicalistes pour dire on ne sait pas où vous en êtes. La sauvegarde de la démocratie nous incombe à tous, sans exclusion. Même les militaires doivent sauvegarder notre démocratie. Si on n'en est pas là, vous voyez, je vais vous dire une chose. Il y a les pays anglophones encore qui peuvent nous défendre, tels que le Ghana, tels que le Nigeria. Mais les pays francophones, une fois que l'intérêt français est sauvegardé dans un pays, ils ne bougeront pas d'un pas. Rassurez-vous, ils ne bougeront pas. En Afrique de l'Ouest, quel pays de l'Afrique de l'Ouest francophone va observer ce qui se passe chez nous et réagir? Peut-être ils empirent chez eux. Et ça, il faut pas l'oublier. Vous voyez, c'est triste de le dire. Parfois, on se demande si la communauté internationale est aveugle. Nous savons qu'il y a le corps diplomatique chez nous. On ne peut pas tronquer les informations qu'ils ont à l'origine. Le corps diplomatique est en place. Il voit la réalité des faits. Et il doit faire un rapport sincère à leurs états respectifs. Et pourquoi rien n'est fait? Vous avez l'impression que jusque-là, s'il n'y a pas de regard par rapport à la situation du Bénin? Du moins, oui. Je n'ai pas l'impression que la question est traitée avec vigueur, avec sérieux. Or, le peuple souffre. Vous savez, parfois on remet tout à Dieu. Oui, Dieu est peut-être parfois lent à réagir parce qu'il a son plan. Mais Dieu dit, prends ton bagage au genou, je t'aiderai à le porter sur la tête. Ça veut dire, toi aussi fais un effort pour que je t'aide. J'ai entendu sur une radio, je ne sais pas si c'est France 24 ou RFI, qui dit, mais il y a un canne plat, on ne sait pas où ils en sont. J'ai entendu quelque chose comme ça. J'ai dit, oui. Lorsque, par exemple, on prend Dosso aujourd'hui. Quels Dosso? Ils sont nombreux. On prend Dosso aujourd'hui, c'est pour parler. Oui, ok. On prend Dosso aujourd'hui. Comme on pourrait prendre Sagbo. Sagbo se réjouit là-bas. Quand on va prendre Sagbo, Dosso ne sera plus là. Est-ce que vous voyez? Or, lorsqu'on a pris Dosso et qu'on sait qu'il faut le défendre et que tout le monde vient à son secours, la solidarité marchera toujours. Alors, Badirou, vous allez bien loin de ce à quoi on peut s'attendre. Vous deux, sur ce plateau, soulignez, martelez que l'opposition est bien là, en place. Seulement, il faudra un regain de fait. Badirou soulignait tout à l'heure, Fidèle Sonon, que cette opposition, le grain de sel qui sont manqués, c'est les actions. Et entre autres actions, des interpellations, quand on le suit. La société civile, le corps diplomatique. Mais quand on l'écoute, on se demande si, avec tout ce à quoi on a assisté jusqu'à présent, l'opposition a besoin encore dans ce sens-là. Vous savez, c'est vrai que ma double casquette pourrait ne pas me permettre d'être suffisamment objectif, mais j'essaierai d'être le plus technique possible. Oui. Je suis partiellement d'accord avec M. Badirou. Je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il parle d'inaction. Je ne suis pas d'accord, lui ne l'a pas dit, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a division de l'opposition, ceux qui pensent qu'il y a émiettement de l'opposition. Par contre, je suis d'avis qu'il y a insuffisance d'action. Mais vous avez déjà peint le contexte. Moi, avant de venir ici, et certainement c'est le cas de M. Badirou, des parents, des amis, des gens qui m'aiment bien m'ont dit « Fidèle, fais très attention. Est-ce que tu vas oser aller te prononcer sur des questions politiques au Bénin ?»
tu risques d'avoir une convocation. Peut-être qu'à la sortie de cette émission, une convocation m'attend. Alors, lorsque vous avez un contexte comme celui-là, lorsque vous avez un contexte où vous ne pouvez même pas vous réunir, attroupement non armé, machin et tout, alors, lorsque vous avez un contexte comme ça, il est difficile de reprocher à l'opposition l'inaction. Insuffisance d'action, certes, parce que tant que des choses restent à faire, rien n'est fait, dit-on. Donc, effectivement, on peut, et M. Badarou, c'est bien Badarou, Badirou. M. Badirou a utilisé un mot. Il a parlé de solidarité. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'au nom d'une pseudo-division de l'opposition, nous portions flanc à ce que moi j'ai l'habitude d'appeler une réforme du système partisan, une réforme totalement impertinente, une réforme complètement inopportune et une réforme mal pilotée. Parce que, en définitive, souvenez-vous, il y a quelques mois, l'opposition a perdu 1 an à chercher à faire quoi? À se structurer. C'est une erreur grave. À chercher à se structurer. Tout le monde vous suggère, tous les jours, mettez-vous ensemble, mettez-vous dans un seul parti. Et comme ça, c'est la solution. C'était une erreur grave. Et je souhaiterais que l'opposition baisse son degré de susceptibilité pour savoir qu'aujourd'hui, il lui faut une autre forme d'organisation et non une structuration pour aller dans un parti unique, une pensée unique. Auquel cas, nous risquons de valider indirectement ce que nous continuons d'appeler une réforme impertinente. Donc, il faut qu'on puisse comprendre qu'il est normal que des partis de l'opposition qui ne peuvent pas être fondus ensemble puissent à des moments donnés avoir des points de vue relativement divergents. Mais je mets au défi quiconque de me démontrer que sur les questions fondamentales de recul des libertés au Bénin, de restauration de notre démocratie, de la participation de l'opposition aux élections, que les partis de l'opposition sont en divergence. Donc je voudrais, tout en reconnaissant qu'on pourrait avoir une meilleure organisation, il faudrait que nous, partis d'opposition, nous fassions attention à ne pas tomber dans le piège de la pensée unique. Et ça me paraît fondamental, cet aspect. Donc, en définitive... Dans la page. Avant de revenir à vous, vous avez un complément à faire. Oui, ça dit qu'il ne faut pas aller dans un parti unique, l'opposition. La diversité est source de richesse. Il ne faut pas qu'ils aient envie de faire un seul parti, non. Qu'ils soient dans la diversité, et c'est source de richesse. Ce qu'on demande, c'est la solidarité et la solidité de l'union. L'unicité d'action, tout ce qu'on leur demande. Voilà. Lorsque vous parlez de solidarité, de l'unicité, d'opinion, d'action. Alors, vous prenez les figures fortes qui constituent l'opposition. Vous voyez ces hommes pouvoir, on utilise le mot que sans doute vous entendez, taire leur ego pour considérer que ce qui les unit est plus fort que leur intérêt individuel. Oui, absolument. Absolument. Lorsque vous savez, l'intérêt collectif est source de développement. Lorsque vous poursuivez collectivement une action, vous réussissez toujours. Mais si vous vous émiettez, vous ne réussirez pas. C'est certain. Lorsque vous avez l'esprit d'équipe, même sur un terrain de football, si vous n'avez pas l'esprit d'équipe, vous ne gagnez jamais. Parce que chacun voudra mettre la balle dans le but. Or, si quelqu'un est bien placé, passez-lui la balle, il vous fait gagner. L'esprit d'équipe est très importante dans tout ce que nous faisons. Moi, vous voyez, je suis d'aucun parti politique. Mais je suis un indigné, je suis un Béninois. Il est vrai, tout le monde a la trouille. Comme le dit M. Sossou, la famille même vous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je dis non. Quand la famille dit vous dites je dis non. Nous sommes Béninois, nous avons le devoir de défendre notre patrie à travers notre démocratie. Le jour de la marche, on a fait cours, nous, Étoile Rouge, m'ont dit, est-ce que tu es d'un parti? Je dis, non, j'ai pas besoin d'être d'un parti. Vous y étiez? Je suis un indigné. Je suis venu prouver que je ne suis pas content. Il y a une chose, on critique pour mieux faire. On ne critique pas pour détruire.
Si nous disons voilà ce qu'il faut faire pour que le pays avance, ce n'est pas pour nuire à quelqu'un. C'est pour que ces personnes tirent le son du passé et sachent que nous devons aller dans le sens du progrès. Parce que tout ce qui fait reculer, si nous quittons la démocratie aujourd'hui, nous retombons dans un passé pas très lointain qui ne nous a pas fait le bonheur. Donc, il faudrait que nous voyions que la démocratie a fait progresser tant de pays. Il faudrait que nous allions dans ce sens. Et lorsque on dit qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, c'est-à-dire qu'un ignare qui ne veut pas qu'on lui enseigne ce qu'il ne sait pas ne sera jamais rien. Ne sera jamais rien. Oui, tout ça, c'est beau, c'est évident. Mais là encore, Badirou, est-ce que vous ne restez pas dans la théorie? L'unicité d'action, l'union fait la force. Les grands hommes de ce monde le savent. Mais quand vous avez un contexte comme celui-là, vous avez en face, comme c'est souvent dit, un compétiteur. Vous voyez ce compétiteur laisser les vis-à-vis pouvoir se rendre compte que c'est ensemble et ils sont forts et pouvoir y arriver. Pour être compétiteur, il faut deux au moins à compétir. Mais quand on est seul compétiteur, là, on nous a révélé qu'il y a toutes sortes de compétitions et que parfois ça compte pour atteindre les objectifs. Quand il y a compétition, c'est qu'il y a peut-être plusieurs forces en présence, au moins au minimum deux. Lorsqu'il n'y a qu'une seule force en présence, il dit compétition, il n'y a pas compétition. De toute façon, moi j'ai l'habitude d'appeler les parlementaires d'aujourd'hui, je ne les appelle pas députés, parce que députés, c'est élu du peuple, mais les parlementaires désignés, puisque le suffrage ne leur a pas permis d'être ces députés-là. Ils sont parlementaires désignés. Il faut donc le débat reste tout entier à votre niveau. Il faudrait qu'on comprenne. Député, c'est l'élu du peuple. Il est élu par le peuple avec un suffrage convenable, acceptable. Oui. Mais quand on n'est pas élu et qu'on s'est désigné, on appelle parlementaire désigné et non député. Ok, on prend bien note, Fidèle Sonon. La question, je reviens là-dessus. Oui, c'est l'idéal. Pouvoir s'entendre sur le nécessaire, regarder ensemble dans la même direction. Les grandes nations ont prouvé qu'ensemble on est plus fort. On parle de l'Union européenne aujourd'hui, on parle des États-Unis d'Amérique et quoi d'autre encore. Mais dans le contexte actuel, vous voyez, sur ce champ, qu'on le veuille ou non, de compétition où le chef de l'État a tout intérêt à avoir aussi tout le monde à ses côtés. C'est le pouvoir est dans ce sens-là, pouvoir s'accaparer le maximum d'énergie pour pouvoir aller de l'avant. Alors, vous voyez ces acteurs de l'opposition sur un terrain libre qui leur permet de se convaincre de ce qu'ils ont vraiment tout intérêt à aller de l'avant. Et autrement dit, est-ce que Dame Suspicion ne s'invite pas de plus en plus dans ce combat? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez comme l'impression que ceux qui se distillent gagnent les consciences à ce niveau aussi, comme si ils sont effectivement divisés. Oui, justement, moi je continue de dire que l'unité de l'opposition ne veut pas dire l'unicité. Et donc, c'est à l'opposition de comprendre qu'elle ne devrait pas se laisser, par exemple, aller à une guerre de leadership. Monsieur Badarou a utilisé le mot égo, vous avez parlé de leadership, mais évidemment, lorsque vous tombez dans le piège de la réforme du système partisan qui est là aujourd'hui, vous pouvez penser forcément à vous structurer. Mais est-ce que l'opposition aujourd'hui a besoin d'être structurée dans le sens d'avoir, par exemple, un bureau, etc., comme on l'a essayé au temps de la CDD? La question, personnellement, je pense que non. Il y a un type d'organisation que l'opposition pourrait avoir. Ils sont simplement des alliés. Okay. Et ils peuvent évoluer dans une dynamique de coopétition. Je ne dis pas compétition, mais je dis coopétition. Donc C-O-O-pétition. Et c'est de ça que monsieur parlait tout à l'heure. C'est une forme d'organisation qui leur permet tout simplement d'adopter une forme d'actocratie, comme dirait Miss Berg. C'est-à-dire, on évolue sur des projets. Ce qui est commun à nous, on évolue sur des projets et de manière ad hoc,
on désigne des facilitateurs et on travaille ensemble. On n'a pas besoin de chercher, parce que le problème de leadership naît lorsque vous cherchez à vous structurer. Et même les partis de la mouvance ont eu énormément ce problème à un moment donné. Simplement parce qu'on les a forcés à se structurer. Et c'est pour ça, si vous me le permettez, c'est pour ça que je suis personnellement contre cette réforme du système partisan, parce qu'on ne peut pas structurer les partis vers un rassemblement de cette façon, donc comme le disent les Anglais, top-down. On est obligé de le faire de façon organique. C'est-à-dire que les partis, de façon organique, se retrouvent par rapport à leur idéologie, par rapport à leur pratique, etc., et forment de grands ensembles de façon organique. Mais si vous partez du bas vers le haut, ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé de l'autre côté. Tout le monde a l'impression, a la perception aujourd'hui, que nous avons deux blocs de la mouvance. Mais non, vous avez un mélange hétérogène qui va s'éclater une fois que ça va tomber légèrement. Ça va s'éclater. Allez l'écrire, ça va s'éclater. Et donc, cette réforme du système partisan va échouer. Donc, il ne faudrait pas que l'opposition prête flanc en disant « nous sommes obligés de nous structurer ». Non, c'est un type d'organisation adocratique où on se voit autour d'un certain nombre de projets. Alors, à ceux-là qui disent qui, désormais, pour conduire l'opposition, autrement, quel leader pour l'opposition, vous répondez quoi? Voilà des erreurs. Voilà des erreurs. On n'a pas besoin de leader pour l'opposition. Et je mets au défi n'importe qui de me démontrer le contraire. On n'a pas besoin. C'est comme ça qu'on a fait croire à l'opposition pendant longtemps qu'elle est obligée d'être dans un seul parti pour combattre la mouvance. Mais c'est une grosse erreur. On peut bien être une opposition plurielle et être très efficace. Pour peu qu'on soit solidaire et qu'on ait un cadre de concertation où on se concerte régulièrement pour nous entendre sur les grandes orientations. Mais leader de l'opposition, pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait, un leader de l'opposition? Pourquoi voulez-vous que ce soit le président Yahya Bouni qui soit le leader ou que le président Sébastien Ajavon qui soit le leader de l'opposition? Forcément, le leader de l'opposition vient de façon organique. Il ne faut pas décréter ces genres de choses. Ça vient de façon organique. C'est dans les actions que cela se dégage, qui est dans une dynamique de perspective, de la prospective, etc. Ce n'est pas qu'on désigne quelqu'un, on cherche à te structurer, vous allez vous distraire alors qu'il y a des choses sérieuses à faire. Permettez-moi de poser la même question à Rafi Badiou. Oui, cette question, elle revient de façon lancinante. Vous l'avez suivi aussi. Oui. Ils sont nombreux, les Béninois, à dire, mais qui désormais, pour conduire l'opposition en manque d'un leader? Nous n'avons pas besoin de leader pour l'opposition. À vous trancher aussi. Moment, nous avons un objectif. La défense de la démocratie. Nous n'allons pas à une élection. On se met ensemble. On se met ensemble pour défendre la démocratie. On ne va pas à une élection. La démocratie est notre seul objectif. La défense de la démocratie. La défense de la patrie. Par conséquent, la diversité d'actions qui nous amène au même objectif est souhaitable. Au contraire, si c'était pour aller à une élection maintenant, on peut s'organiser et avoir un leader. Mais dans ce cas d'espèce, on n'a pas besoin de leader. Pas du tout. Et puis, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, il ne faut pas que j'avale la salive, non? Dites-moi, aujourd'hui, tout le monde a la trouille. La trouille, comme on le dit. Tout le monde se dit, voilà, ils vont m'attraper. Non. Vous avez vu, on a déjà vu ça avec le PRPB, où les gens avaient la trouille. Par finir, personne n'avait plus la trouille. Vous savez, lorsque le courage... Vous pensez que le BD vit la même chose? Mais écoutez, aujourd'hui... On a entendu certains anciens dire qu'hier, quand vous parlez du PRB, c'était les îles... Oui, PRB, c'était les îles ou le cercueil. Oui, vous entendez, vous entêtez... Vous savez, moi, je suis rentré dans ce pays, c'était le PRPB, et personne... Oui, mais ce que vous demandez, est-ce que ça fait bon de comparer cette période-ci à cette période du PRB? Je ne veux pas comparer, mais seulement qu'on a déjà vécu de tels moments où les gens n'osaient pas parler, ils avaient la trouille. Et quand vous parlez à quelqu'un, il ne sait pas qui est qui, il y a des taupes partout. En ce temps du PRPB, vous parlez à quelqu'un... Vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a des taupes partout? Un instant, aujourd'hui même, il y en a des taupes. Il y a des taupes partout. On ne peut pas faire confiance à vous-même, les journalistes.
Personne. Bon, sérieux. Sérieux. Chaque mois, dans tous les râteliers. Bon, bref, au temps du PRPD, vous parlez à quelqu'un de la situation du pays, il ne vous répond pas. Il vous dit c'est ça. C'était la seule phrase qu'ils ont. Quand vous l'emmerdez, il crie c'est ça. Je dis mais vous êtes devenus des magouillas. Vous dites c'est ça comme des magouillas. Aujourd'hui, les Béninois ne disent pas c'est ça. Non, ils n'ont pas ce langage-là encore. Mais ils ne vous disent rien. Ou bien ils s'en vont. Ou bien ils te disent à Gauvier. Non, la trouille est là. Et qu'est-ce qui sème la trouille? Parce que lorsque vous manquez de conviction sérieuse, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Vous allez avoir la trouille. Mais quand vous avez un objectif sérieux et que vous devez défendre bec et ongle, la trouille s'en va. Mais il y a de quoi avoir la trouille. Parce que si vous voyez, vous êtes tous ensemble, on arrête un d'entre vous et les autres sont dans l'inaction. Celui qui est là-bas, là, il dit, mais ils m'ont laissé tomber. Et d'autres diront, si moi aussi, je m'engage comme ça, quand il va m'arriver malheur, ils ne vont pas continuer à me défendre. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, qui font que les gens la trouillent. Lorsque Korogoni a été pris, les gens qui se sont réunis avec lui au nord, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Hein? Et il y a des moments où on dit, mais vous savez, au Nigeria, tout près ici, ils ont pris quelqu'un. Tout le monde est parti en prison. Vous nous mettez tous dedans. Ils ont été obligés de libérer. Mais lorsque nous sommes 3 à nous entendre pour quelque chose, on prend un d'entre nous et nous 2 qui restons, nous prenons la clé des champs pour ne rien faire. Parce qu'on peut prendre, on dit parfois on recule pour mieux bondir, pour mieux rebondir. Mais si c'est prendre la clé des champs pour ne rien faire, celui qui est là, personne n'oserait encore poser un tel acte. Il dira, il n'y a pas de solidarité. Le mot revient encore, solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Fidèle Sonon, face au tableau de suspicion doublé de frayeur qui s'empare de tous, l'opposition a alors quelle marge de manœuvre en plus pour conquérir ses cœurs, elle-même se retrouver dans une zone de confort, d'assurance, dans la marche qui est la sienne, et ensuite amener la troupe avec elle pour faire comprendre qu'au nom de la République, il faut continuer à donner de la voix. Je vais prendre une métaphore avant de répondre à votre question. C'est vrai que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui ne sied pas trop à l'exemple que je vais prendre, mais je n'ai pas un autre exemple. Vous savez, le management moderne s'est inspiré énormément de la stratégie de guerre des militaires. Et qui vous dit que... Et donc, il y a le niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et qui vous dit que dans une bataille, c'est seulement lorsque les alliés... Parce qu'on est dans ce cas de figure. Les alliés doivent s'entendre forcément pour frapper d'un seul front. Qui vous dit que la technique la plus efficace ne serait pas de s'entendre, donc solidarité, de s'entendre pour frapper de différents fronts, mais de coordonner, d'avoir un cadre de concertation. Donc, je prends cette image pour dire qu'il faudrait que l'opposition cesse de croire qu'elle doit absolument avoir une unicité de commandement pour être efficace. On peut ne pas avoir une unicité de commandement et être bien efficace. Tout simplement, ce qu'il faut, c'est cette concertation permanente sur les grands enjeux. Et donc, qu'est-ce que l'opposition doit faire? Baisser d'abord son niveau de suggestibilité par rapport à ces questions de l'opposition est divisée, l'opposition n'a pas un leader, etc. Et comme l'a dit monsieur, les grandes questions, on les connaît aujourd'hui. Il faudrait que l'opposition ait un cadre de concertation régulier, donc de concertation régulière, j'allais dire, autour des grandes questions pour s'entendre sur les orientations. Une fois les orientations retenues, on passe naturellement aux actions. Évidemment, vous allez me dire, le contexte encore, oui. Mais c'est encore plus difficile lorsque vous n'avez pas un cadre de concertation et que vous faites un autre combat, un combat de structuration,
un combat de leadership, un combat qui n'est pas le bon combat. Donc, c'est déjà ça, d'avoir un cadre de concertation où tous les partis de l'opposition, du moins ceux qui en restent, la vraie, je ne parle pas de l'opposition fabriquée, mais de l'opposition, la vraie, et dans ce cadre de concertation, déployer des actions. Par exemple, une action qui pourrait être déployée, c'est de chercher à clarifier avec le gouvernement. Parce que j'ai entendu tout récemment le président, je ne sais pas si c'est vrai, le président de la République aurait dit devant un parterre de diplomates que bientôt il instruirait ou demanderait au ministre de l'Intérieur afin que ce qu'ils ont appelé le certificat de mise en conformité soit délivré aux partis de l'opposition. Je pense que ça ne devrait même pas faire partie des préalables de la du soi-disant dialogue national. Non, ça, si le gouvernement veut montrer sa bonne foi, par exemple, c'est tout simple. Soit, si c'est effectivement un blocage administratif, ce que je soupçonne, on règle le problème administrativement au niveau du ministère de l'Intérieur, ou bien si c'est effectivement une question de loi, s'ils veulent passer forcément par le Parlement, le Parlement a tout seul aujourd'hui. Ils n'ont plus aucun blocage. Ils devraient simplement, sans concerter qui que ce soit, aller très simplement retoucher rapidement ces mauvaises lois-là et, bon, déjà décrisper la situation en donnant, moi j'appellerais ça l'autorisation d'existence. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme si on est sur un front. Oui, Badio. Je vais vous dire ceci. La politique, c'est pas de la tricherie. On réunit le corps diplomatique présent sur les lieux, ayant vécu tous les événements pour leur parler de quelque chose qu'ils savent déjà et dont ils savent vraiment la solution. C'est pas de la diplomatie, c'est plutôt du bavardage. Parce que ils ont vécu les faits. Le corps diplomatique a vécu les faits. Ils sont dans des pays démocratiquement plus développés pour la plupart que nous. Ils savent que ce qui s'est passé, voilà la voie que cela devrait emprunter, mais ça a emprunté autre voie. Maintenant, on leur dit que voilà ceci, voilà cela. Bon, la diplomatie veut bien qu'ils se taisent, mais ils n'en pensent pas moins de ce qu'est la solution. Il ne faut pas se voiler la face. C'est pas un jeu. Même si dans un jeu clair, même si on fait cache-cache, on voit. Quand la situation est claire, limpide, vous pouvez faire du cache-cache, on vous voit. On constate que c'est la question. On constate que ce n'est pas ça. Mais l'homme, pour être intelligent, il faut penser que celui qui est en face de soi est plus intelligent. Comme ça, vous avez une stratégie qui vous permet de ne pas échouer. Mais si vous pensez que celui qui est en face de vous est bête, vous allez lamentablement échouer. Alors, un lendemain toujours radieux pour cette opposition, lorsqu'on doit y ajouter les deux concepts peut-être un peu abstraits, toutes mes excuses, mais très pertinents, celle des suspicions entre partenaires, mais aussi la question d'infiltration qui peut toujours fragiliser. Mais oui, une fois encore, je dirais que c'est de bonne guerre. Le pouvoir cherchera toujours à infiltrer l'opposition pour la fragiliser. Le pouvoir cherchera toujours à faire ce que j'ai appelé tantôt de la suggestion psychologique pour fragiliser l'opposition. C'est à l'opposition de prendre conscience de ces questions-là et de savoir dans les faits qui est effectivement opposition, avec qui composer, et développer effectivement, comme M. Badarou l'a dit, une stratégie en considérant que l'adversaire, moi je les appelle souvent partenaires, que le partenaire en face, c'est quelqu'un qui est très intelligent, enfin, tout au moins rusé, et qu'il faudra effectivement être davantage soudé, pas forcément dans une pensée, d'une dynamique de pensée unique, mais être davantage soudé sur les grandes orientations et les grandes actions. Vous voyez l'opposition en possession des moyens pour atteindre un tel objectif? Oui, mais tout à l'heure, dès le départ, j'ai dit qu'il y a 4 partis d'opposition. Oui, vous l'avez dit. Il y a ceux qui se disent opposants, mais je connais que 4 partis d'opposition. Oui. FCBE, la RB, Restaurer l'espoir, USL. Oh, c'est le plateau est libre, donc c'est votre pensée. La RB de Soglo. Voilà les partis d'opposition vraiment reconnus. Bon, il y a ceux qui gesticulent. Mais l'infiltration, c'est de bonne guerre. Même là,
j'ai dit que il y a tellement de taupes et il y a comment l'appelle-t-on? Il faut le mot exact. Ceux qui ont double casquette, les agents doubles, ils sont nombreux. Même vous, les journalistes, vous ne jouez plus correctement votre rôle aujourd'hui. Bon, quand on voit des journalistes qui jouent le rôle de griot, sans en bas, je le dis. Toutes mes excuses, sans vouloir vous interrompre, les téléspectateurs diront que c'est quand M. Badirou a commencé par parler des journalistes. Non, mais la critique, on en a besoin pour aller de l'avant. Mais le réalisateur m'informe, M. Badirou, qu'on ne pourra pas continuer. Alors, le débat politique, pour parler de la crise politique actuelle, l'issue, vous l'entrevoyez-vous comment? Très rapidement, ça va être votre mot de la fin. Oh, le Bénin est formidable. On finira par s'entendre, nous les Béninois. On finira par retrouver notre voie de la démocratie, quel que soit l'alpha. Nous allons, aujourd'hui, on est divisés, on va se retrouver. Nous allons nous retrouver, le génie béninois va parler. Merci beaucoup, le génie béninois va parler, on croise les doigts, on observe, oui, Fidèle Sonon, la même question pour vous. Ben, écoutez, il faut déjà que le chef de l'État prouve sa bonne foi en faisant en sorte que, très rapidement, les autorisations d'existence soient libérées. Je ne parlerai pas de certificat de conformité, parce qu'on veut discuter avec qui? On veut discuter avec les partis de l'opposition, mais on retient leur autorisation d'existence. Bon, moi, je crois qu'il y a une espèce de paradoxe là. Il faut déjà commencer à montrer la bonne foi, et puis nous verrons ce qui reste. Merci à vous, Fidèle Soudou. Merci également à vous, M. Badirou. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir renouvelé de vous avoir eu à nos côtés. 100% Bénin, nous tournons la page sur cette citation du physicien théoricien Albert Einstein. Je le cite, « C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. » Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.